Alors, donc, bonjour à tous et bienvenue dans notre Café Perspective. Oui. Aujourd'hui, nous avons comme invité M. Aldjouma Sissoko, qui est le président du mouvement des réfugiés mauritaniens au Sénégal. Nous nous sommes intéressés sur son parcours depuis quelques temps. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de l'inviter. Donc, avec mon camarade Moussa, nous allons discuter avec lui. Moussa, bonjour. Bonjour Mohamed, bonjour Monsieur Sissoko. Nous sommes heureux de vous accueillir dans nos cafés perspectives. Donc, un moment de débat, d'échange. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la question des réfugiés mauritaniens qui sont établis au Sénégal. Donc, une question assez complexe. Et Monsieur Aldjouma Sissoko, voilà, nous permettra d'être édifiés sur cette question. Merci Mohamed et bonjour à notre invité. Merci Moussa. Donc, Monsieur Aldjouma Sissoko, bonjour. Ah, bonjour. Est-ce que vous arrivez à bien nous entendre? Bonjour. Très bien. Très bien. Donc, je vais vous laisser vous présenter. Voilà, nom, prénom, où est-ce que vous êtes actuellement? Bon, je dois d'abord préciser que je parle au nom de la coordination des réfugiés mauritaniens au Sénégal. Et actuellement, je m'appelle Aldjouma Sissoko, je suis à Dakar, ancien fonctionnaire du ministère des Pêches et de l'économie maritime, originaire de Djewel, dans le Gorgol, la 4e région de la Mauritanie. Et je vis à Diamaguène, en fait, dans la banlieue, à 17 km de Dakar. Et comme tout banlieusard, non pas les banlieusards européens, vous comprenez un peu que nous faisons de beaucoup de choses. À plus forte raison quand on est réfugié. D'accord. Allô? Oui, vous entendez, c'est bon? On vous donc, écoute? je suis à votre disposition par Voilà. rapport aux questions ou aux interrogations que vous avez à... Oui, donc je dis que j'habite à 17 km de Dakar, dans la banlieue. D'accord. Oui. Et comme tous les banlieusards, pas comme en Europe, on vit beaucoup de difficultés, et surtout quand on est réfugié. Très bien. Donc nous vivons à Diamaguène. Vous êtes réfugié parce que vous étiez en Mauritanie, c'était suite au conflit qui a opposé la Mauritanie et le Sénégal en 1989. Vous étiez vous étiez fonctionnaire, si je ne me trompe pas, en 1989 au Sénégal, en Mauritanie. Donc vous avez été donc déporté. Comment aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là? Pourquoi on vous a déporté alors que vous êtes mauritanien? Vous savez, il n'y a pas de pur amalgame que quand il y a le racisme dans les veines, dans les ADN d'un peuple ou d'un groupe. Vous comprenez que la Mauritanie est un perpétuel combat entre les différentes communautés, ce qui ne devait pas être le cas. Malheureusement, les différentes autorités et gouvernements ont voulu approfondir, augmenter cette division entre les différentes communautés. Et donc, c'était une politique d'aspiration ethnique qui a commencé bien longtemps, car on se rappelle du mémorandum des négro-mauritaniens par rapport aux différentes discriminations dont ils sont l'objet. On se rappelle des événements de 1966, mais le paroxysme est arrivé en 1989 avec cette déportation massive de plus de 60 000 négro-mauritaniens au Sénégal et 20 000, 25 000 au Mali. Il faut le dire clairement, c'est un problème racial. On nous a déportés, ce n'est pas parce qu'on a tué, ce n'est pas parce qu'on a volé, c'est parce que nous sommes des Noirs. Et parce qu'on veut nous faire croire que nous sommes des migrants,
on veut nous faire croire que nous n'appartenons pas à cette Mauritanie, que nos ancêtres ont eu à façonner et que nos anciens, particulièrement durant la guerre du Sahara, ont donné des sacrifices énormes, très énormes, pour pouvoir faire de la Mauritanie ce qu'elle est. Donc c'est du racisme pur et simple. Et il fallait diminuer le poids démographique des négro-mauritaniens. Il fallait diminuer leur ampleur dans l'administration, dans l'armée, dans l'éducation. Bref, il fallait sévir. Et ça s'est passé d'une manière atroce, avec des choses difficiles à gérer. On a tué des gens, on a violé des femmes, on a volé des enfants pour en faire des esclaves. Et pire, on nous a enlevé de notre terre. Mais ils se sont trompés. Comme j'ai l'habitude de dire, on peut faire quitter un homme du pays, mais on ne peut pas faire quitter le pays du cœur de l'homme. Et c'est à cause de ça que nous sommes encore là. Et comme disait Khalidou Kassé, un grand artiste sénégalais de renommée internationale, humaniste et militantiste, il a dit en toute cause, la noblesse c'est l'engagement. Et notre engagement, c'est de prouver que nous sommes des Mauritaniens. Merci beaucoup de cette introduction. Alors effectivement, ça fait donc plus de 30 ans que vous militez au Sénégal pour ce que vous venez de dire, donc montrer que vous êtes mauritanien, que vous n'êtes pas sénégalais, que le racisme d'État à un moment donné en Mauritanie a fait que vous avez été déplacé tout simplement, vous avez été déporté contre votre volonté. Vous êtes voilà, parmi des milliers de Mauritaniens qui sont aussi également en Mauritanie et au Mali. Quelles sont les démarches que vous avez faites depuis 30 ans pour pouvoir retourner en Mauritanie? Bon, vous savez, le réfugié, il a trois options. Ce qu'on appelle les solutions durables. La première, qui est la meilleure, c'est le retour au pays si les conditions sont normalisées. La deuxième, qui n'est pas le cas de votre question, parce que vous parlez de retour, c'est le problème de se naturaliser, de prendre la nationalité du pays d'asile. Le troisième, c'est de continuer encore la lutte en tant que réfugié et peut-être avoir la possibilité d'être réinstallé dans d'autres pays. Donc, je reviens au retour. De 1989 jusqu'en 2007, on demandait aux réfugiés, le Haut Commissariat et l'État sénégalais demandaient aux réfugiés quelles sont les personnes qui veulent revenir. Donc, je répète, 89 jusqu'à 2007, le pourcentage est entre 10 et 15%. Mais lorsque Sidi Cheikh Ould Abdallah a pris le pouvoir, et lorsqu'on a encore redemandé aux réfugiés mauritaniens, ce pourcentage est passé à 95%. Je dis bien 95%. Tant on était convaincus, on était éblouis par cette passion, par cette décision historique de cet homme, paix à son âme, qui tenait à réconcilier la Mauritanie. Je pense que le retour ne peut pas se faire si le pays d'asile ne donne pas les conditions. Et malheureusement, les conditions ne sont pas réglées. Parce que nous, les gens qui sont partis, je maintiens encore le statistique de 2007-2008 avec Sidi Cheikh Ould Abdallah, ce sont nos ambassadeurs. Mais malheureusement, quand ils sont partis, ils ont été mis dans des positions extrêmement difficiles, qu'eux-mêmes, ils nous appellent, ils disent qu'ils regrettent. Et que si c'est à refaire, ils ne le referaient plus. Comment pouvez-vous concevoir un accord tripartite, instrument international entre le Sénégal, la Mauritanie et le Haut Commissariat des Nations Unies, stipule que dans 3 mois après leur arrivée, ces réfugiés allaient avoir des pièces d'identité. Et jusqu'à présent, la majorité, la très grande majorité de ces 25 000 rapatriés mauritaniens n'ont pas encore de pièces d'identité. Donc, c'est juste pour vous dire qu'il y a un problème. Et ça me rappelle ce que disait cette grande dame
du Haut Commissariat des Nations Unies dans le service juridique qui disait que le retour n'est pas un problème de statistique compte le nombre d'hommes et de femmes, le nombre de jeunes et de vieilles personnes. Et aussi, ce n'est pas un problème folklorique, comme on le voit souvent, les drapeaux, beaucoup d'ambiance. C'est un problème de sécurité humaine. Et pour cela, pour réussir le retour, il faut éviter deux choses. Premièrement, que la personne qui était réfugiée, qui décide volontairement de revenir chez lui, ne puisse pas être dans une situation à son retour qui lui fait regretter son acte. Et la deuxième chose qui est encore pire, éviter qu'il soit tellement torturé, harcelé, que les promesses ne soient pas tenues, à ce qu'il revienne encore dans le pays où il était réfugié. Et c'est le cas de beaucoup de Mauritaniens qui ne sont plus Mauritaniens, qui ne sont plus réfugiés et qui sont dans cette zone non maintenance avec tout ce que ça peut amener comme insécurité. Donc nous, je le confirme, nous sommes des Mauritaniens, donc nous tenons à revenir, à participer au développement de la Mauritanie. Ce qu'on avait déjà fait d'ailleurs avant qu'on vienne. Donc par conséquent, s'il y a une volonté politique comme celle qu'on avait vue avec Sidi Cheikh Ould, laissez-moi vous dire, il y a encore à attendre. Et c'est ce qui fait que nous sommes en train d'attendre. Merci Aldjouma de ces éléments de précision. Moussa, est-ce que Oui. tu as des questions par rapport à ce que vient de dire Aldjouma? Oui, ma première question, ça va être d'abord les conditions de vie, les conditions matérielles de vie au Sénégal. Comment, en fait, ils s'organisent, en tout cas, pour pouvoir vivre, exister, subsister au Sénégal? Est-ce qu'ils ont accès à un emploi? Est-ce qu'ils ont accès à un logement décent? Comment ils font concrètement au quotidien, en fait? Vous savez, il faut louer le peuple sénégalais. Le peuple sénégalais a partagé son petit pain. Il a partagé son bonheur, ses joies avec nous. Le peuple sénégalais, particulièrement là où il y a beaucoup de réfugiés, à savoir dans la vallée, a tout fait pour nous montrer que nous sommes des frères et des sœurs, nous sommes des parents. Et c'est le même peuple. Notre gros problème qu'on a eu, c'est avec les autorités. Et qui ont oublié ce que disait un grand juge international, M. Keba Mbaye, qui disait que l'accueil des réfugiés n'est pas un problème politique, c'est un problème humanitaire. Alors, à ce niveau-là, les autorités n'ont pas joué le jeu. Nous pensons que nous sommes pris en otage. Dans la mesure où le minimum, on parlait de travail, le minimum, c'est le problème des papiers, des pièces d'identité. Nous avons des difficultés avec nos papiers. Et actuellement, beaucoup parmi nous, pour ne pas dire la majorité, sont des apatrides, ici même au Sénégal. Parce que les papiers ne sont pas reconnus et nous sommes restés très longtemps sans des papiers. Et même nos femmes qui veulent être bonnes, avec tout le respect que j'ai pour ce métier, elles ne peuvent pas être employées. Parce qu'avec les problèmes d'insécurité et les vols qu'il y a dans les maisons, maintenant, on demande à toute personne d'amener ses pièces d'identité. Et quand elles viennent, elles font un essai et la patronne est contente du travail de cette femme réfugiée. On lui demande ses papiers. Quand elle vient, on lui dit « oui, bahoul ». Ça veut dire que ce n'est pas bon. Et par conséquent, le contrat, il est fini. Donc, nous subissons vraiment un pourrissement de la situation. Chaque fois que les problèmes de recensement commencent, ça s'arrête. On ne sait pas pourquoi. Et il y avait beaucoup de problèmes. Alors donc, nous vivons difficilement. Très, très, très difficilement. La majorité des gens ont perdu leur métier, leur diplôme. Maintenant, c'est l'informel, le petit commerce, le vendeur de journaux, nos femmes qui suivent les cérémonies de famille, les baptêmes, les décès, pour avoir de quoi se nourrir et pour avoir un peu d'argent.
Donc, vous voyez un peu, ce n'est pas gai pour des gens qui ont fait des études, et des études supérieures et des études brillantes, pour des anciens militaires qui ont eu à occuper des fonctions, qui maintenant servent comme des petits gardiens dans des maisons. Vraiment, vraiment, c'est difficile à expliquer pour ne pas amener un peu d'émotion dans votre groupe, mais c'est très, très, très difficile. Voilà un peu ce que je voulais dire. Et puis, ce qui est pire, nos enfants grandissent sans connaître leur patrie. Oui. Malgré tout ce qu'on fait pour garder la flamme, le devoir de mémoire, ils ne tiennent pas le coup. Parce qu'un enfant, c'est un enfant. Quand il voit ses amis s'amuser avec des cadeaux, il voudrait aussi avoir les mêmes. On ne peut pas lui en refuser. Mais nous sommes malheureux qu'on ne peut pas rendre heureux nos enfants. Donc, nous vivons doublement ce mal de vivre, ce mal de l'être à l'extérieur. Et pire dans ça, la Mauritanie ne fait rien. C'est comme si nous ne comptons pas. C'est comme si la Mauritanie ne se rappelle pas de nous. C'est comme si la Mauritanie veut continuer encore le perpétuel recommencement, à savoir les Noirs sont des étrangers en Mauritanie. Et ça, c'est grave. Et c'est extrêmement troublant ce que vous racontez parce que ça, au-delà de l'aspect administratif, formel, il y a aussi des vies qui sont en jeu. Voilà. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Ma question, bon, c'est difficile de poser une question, mais ma seconde question serait quel a été en fait vos rapports déjà avec les autorités sénégalaises, notamment les présidents qui se sont succédés? Comment ils ont géré ce dossier d'après vous? Comment vous avez travaillé ensemble sur ce dossier? Ou est-ce que même il y a eu une prise en charge, une prise en compte de cette question au niveau des autorités sénégalaises? Je peux vous dire, malheureusement, il n'y en a pas. Même si, dans leurs documents officiels, ils disent qu'ils ont des réfugiés au pays. Mais je pense que le dossier mauritanien, ils veulent en faire un dossier complexe, alors qu'il n'y a rien de complexe dedans. Des gens, des autochtones, des nationaux qui ont été déportés. Je pense qu'on n'a pas besoin de regarder le ciel pour voir là où est le soleil. De 1981, nous avons tout fait pour avoir des contacts. Parce que vous vous rappelez quand même une chose, les réfugiés mauritaniens sont des réfugiés pacifiques et qui ont voulu passer par le droit, par les organisations internationales, par les organisations de droits de l'homme pour essayer de poser leurs problèmes. Mais malheureusement, les autorités sénégalaises n'utilisent même pas le mot réfugié dans leur langage, à commencer par Abdou Diouf. On est venu à Ouad et on se rappelle de ce que disait Ouad, que s'il avait l'armée, il allait les parachuter. Comment encore, il allait les parachuter à Sédibad. Et quand Macky est venu, on a pensé aux jeunesses nées avant l'indépendance et tout, mais c'est pire. Mais c'est pire. Et nos demandes d'audience n'ont jamais été acceptées. Le président actuel, nous avons fait plus de 3 demandes d'audience. Et encore mieux, en 2010, en 2012, lorsque nous avons fait cette grève de faim au niveau du Sénégal, aucun officiel sénégalais, je dis bien aucun officiel sénégalais n'est venu nous voir, sauf une dame qui est professeure à l'université Cheikh Anta Diop, qui, lorsqu'elle est venue, Amsatou Sow Sidibé, pour ne pas la citer, elle dit attention, moi je suis venu par mes propres convictions, parce que je connais le doyen Sissoko qui participe aux réunions des droits de l'homme à l'université. Je connais un peu certaines personnes parce que je les enseignais, mais on ne m'a pas envoyé. Donc c'est juste pour vous dire. Et même pire, des fois, ici au niveau Sénégal, les gens, quand ils passent, disent « Ah, nous, on pensait que ce dossier est terminé, qu'il n'y en a plus. » Alors, vous vous rendez compte. Donc, ils ont tellement politisé qu'ils ont oublié le côté humain, le côté humanitaire. Alors que nous, ce qu'on leur demande, c'est juste appliquer les textes.
Parce qu'on sait, avec l'aura qu'avait Macky Sall lorsqu'il a pris le pouvoir, il n'y avait pas une requête nationale ou internationale qu'il pouvait poser, qu'il pouvait présenter et que ça ne soit pas reçu. Le gouvernement mauritanien, particulièrement le président Belike Aziz, a dit que ce dossier est réglé. Ceux qui sont encore au Sénégal, un, soit c'est des rebelles, deux, soit c'est des Sénégalais, trois, c'est des migrants. Mais pour eux, le dossier est clos. Mais si le dossier est clos, le pays d'asile doit lui aussi prendre ses responsabilités. Et ses responsabilités lui donnent deux voies. Soit les gens qui veulent prendre la nationalité, qui les aident à prendre la nationalité, et les autres qui les aident pour qu'ils continuent à vivre leur vie de réfugiés jusqu'à nouvel ordre, et même mieux, qui les aident à aller dans d'autres pays parce que lui, il n'a pas les moyens de les prendre en charge. Et surtout, nous pensons, comme c'est comme ça, que notre présence ici est indésirable. Ce n'est désirable que lorsqu'il y a des vivres, lorsqu'il y a des projets qu'on amène, de l'argent qu'on amène, mais dès que ça termine, nous sommes jetés dans la pâture. Alors nous ne voulons pas être des animaux de pâture. C'est extrêmement difficile. Nous sommes vraiment déçus de l'actuel président. Il ne nous a rien montré de positif. Et toutes nos requêtes sont restées vaines. Et dans ce sens-là, c'est peut-être au niveau de la diaspora où un coup d'étoile que le gouvernement mauritanien se ressaisisse et fasse comme Sidi Cheikh Abdallah, et même mieux que Sidi Cheikh Abdallah, pour que les gens retournent dignement chez eux. Merci Aldjouma d'être revenu sur ces éléments et sur vos conditions. Donc, on a bien compris que l'actuel président Mpazouani n'a pas encore abordé ces sujets. Il y a la demande qui se fait de plus en plus, notamment ceux qui sont dans la diaspora, mais vous aussi, parce que ça fait très très longtemps, des dizaines d'années, 3 décennies que vous êtes dans cette lutte. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que déjà, on va faire un petit retour dans votre histoire à vous, parce que vous êtes administrateur, vous êtes à la base administrateur dans la marine marchande. Comment ça s'est passé, votre déportation? Parce que les gens ont envie de comprendre aussi. Comment? Est-ce que vous pouvez revenir sur les détails de votre déportation? Ah, d'accord. Oui. En fait, je fais partie d'un corps qui est la crème en fait de l'administration mauritanienne. C'est le corps des administrateurs, mais pas d'administrateurs civils, mais des administrateurs des affaires maritimes. Donc, ça veut dire des administrateurs qui s'occupent de tout ce qui est question maritime et d'économie maritime. J'étais le 4e administrateur après l'illustre Khan Cheikh Mohamed Fadel, qui est le premier et qui était le directeur de la marine marchande. Donc, je venais de formation de la Suède et il y avait un service qui n'existait pas en Afrique de l'Ouest, même pas au Sénégal, avec tout ce qu'il y a d'évolution maritime au Sénégal, qu'on appelle la commande de pêche. Parce que vous savez, souvent, les civils et les militaires ne sont pas facilement à gérer quand ils sont un peu séparés dans le même corps. Alors, la Mauritanie a créé la commande pêche, où cette fois-ci, on a mis dans le même corps des civils et des militaires. Et je faisais partie des 3 directeurs qui étaient dans cette commande pêche qui était installée à Nouadhibou. Donc, j'étais affecté à Nouadhibou. Je suis venu à Nouadhibou le 18 décembre 88. J'ai pris service une semaine plus tard. Et en ce moment-là, le service était un peu difficile à gérer parce que le poste que j'occupais était tellement administratif qu'il fallait quelqu'un pour soulever la montagne. Heureusement, on a pu faire ça avec l'équipe qui était très, très dynamique qui était là-bas. Alors, en ce moment aussi, il y avait un événement qui s'est passé, et c'était peut-être la première fois. Les Coast Guard américains devaient faire une formation maritime à Nouadhibou. Et ils ont dit à l'État mauritanien que chaque fois qu'ils font une formation, il leur faut un national qui les accompagne.
Alors, la demande a été faite au ministre et j'ai eu le privilège d'être ce monsieur qui devait représenter la Mauritanie dans cette équipe du Coast Guard. Et on avait à former au minimum 150 personnes pendant une semaine. Donc, c'était quelque chose de grandiose. Tout ce qui est maritime à Nouakchott devait être représenté, plus certains qui devaient venir de Nouakchott, dans le domaine militaire. On a commencé 2 jours de formation. Moi, je devais prendre parole le 4e jour, et c'est le 3e jour que les événements sont arrivés. Alors, en pleine séance, les Américains ont plié bagages et sont partis en hélicoptère pour rejoindre Dakar, qui était proche. Moi, j'étais avec un cousin qui était à la poste. Comme je venais d'arriver, je n'étais pas encore logé. On attendait tout l'équipement nécessaire pour ça. Donc, c'est lui qui était mon diatique. Le lendemain de cette déportation, de ces événements, avec des tueries, la police l'a amené à la maison parce qu'il devait montrer des papiers. Et quand la police est venue, ils m'ont trouvé là-bas avec un cousin, paix à son âme, Ablaï Traoré, qu'on appelait Malik. Ils m'ont demandé, et toi, montre-nous tes papiers. En ce moment, je m'apprêtais à aller en séminaire, donc je les ai montré mon passeport. Ils m'ont dit, alors, donc toi aussi, tu dois nous accompagner à la police, à la sûreté. Je suis parti. De 16 heures jusqu'à 23 heures, je devais attendre. Et en ce moment, dans cette salle-là, il y avait tout. Il y avait tout qui faisait peur. On posait des questions, on tapait des gens, tu entendais des gens hurler. Quand je suis rentré dans la salle, à ma grande surprise, je me suis retrouvé avec des gens avec qui je travaillais. Pas dans mon équipe de la commande pêche, mais comme je vous l'avais dit, cette unité était très forte. Je travaillais avec la gendarmerie, la police, l'armée, les fonctionnaires, tout ce qui est paramilitaire. Alors, la question bête qu'ils m'ont posée, mais toi là, tu es un Sénégalais? C'est aujourd'hui que vous savez ça. Et plus d'autres questions bêtes, tu viens d'où? Qui était le maire là-bas? En fin de compte, je les ai dit, écoutez, ne perdez pas votre temps. Je ne vais pas vous dire ce que je ne peux pas dire. Si maintenant votre intention est de nous faire quitter ici, dans cette situation de vulnérabilité, nous ne pouvons que accepter cela. En fin de compte, ils ont arrêté l'enquête vers les coups de minuit, 1 heure. Et comme c'était le couvre-feu, j'ai été ramené à la maison avec une voiture de police. Et ils m'ont dit, demain tu reviens, mais cette fois tu amènes toutes tes pièces. Le lendemain, je suis venu avec mon passeport, carte d'identité, bref. Et dès que je suis venu, on a désigné 2 militaires. On les a dit, ce monsieur-là, il faut le surveiller, qu'il ne quitte pas là où il est assis. Et puis, le gars m'a dit directement, nous n'avons plus besoin de te poser des questions. Nous savons que tu es au Sénégal. Tu vas retourner au Sénégal. Puis c'est terminé. Il fallait attendre. J'ai eu la chance parce qu'il devait m'amener à la Guera, qui était un centre de regroupement où croupissaient toutes ces personnes négro, aussi bien les Mauritaniens que les autres nationalités, particulièrement sénégalaises, gambiennes, guinéennes, maliennes. Mais en fin de compte, il est arrivé que pendant 3 jours, il n'y avait pas de vol. Parce que pour ceux qui connaissent Nouadhibou, à l'époque, il n'y avait pas de route. L'avion était presque le moyen de communication le plus facile. Nouadhibou, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la capitale économique de la Mauritanie. Exactement. Et c'est la capitale économique, la zone maritime. Oui, tout à fait. Sinon, il faut passer par la route. Et par la route, il faut connaître les marées
Parce que sinon, à un certain moment, l'autre prend toute la route et vous êtes obligé d'attendre. C'est chaque fois avec les marées, quand la marée quitte, vous continuez. Si la marée vient, vous arrêtez. Bref. En fin de compte, ils m'ont dit, toi, tu n'iras plus à la guerre. Parce que ça faisait une semaine, il n'y avait pas d'avion. Parce qu'en ce moment, il y avait des avions qui faisaient les rotations, les avions de la France, du Maroc, de l'Espagne, un peu de l'Union européenne, pour ne pas tout dire. Alors, ils m'ont pris, toujours bien gardé, comme si c'est le plus grand criminel du monde. Et quand je suis venu directement, alors qu'il y avait des gens qui ont passé 2 nuits à l'aéroport attendant les avions, moi, directement, ils m'ont amené à la passerelle. Et le monsieur qui était là-bas m'a dit, en voulant me donner un coup de pied aux fesses, va saluer ton président Abdou Diouf. Et c'est comme ça que... Et ça, c'est le 7 mai 1989. Donc, 7 mai 1989, sachant que le conflit a concrètement commencé vers avril, si je ne me trompe pas. Le 9 avril. Le 9 avril. Exactement. Donc, vous, dès le mois prochain, dès le mois suivant, vous avez déjà été dans les cibles. Et j'ai oublié de dire aussi quelque chose qui était pathétique, parce que rappelez-vous, on était en pleine période du mois de Ramadan. Alors, c'était atroce de se rendre compte que dans un pays qui s'appelle la République islamique de Mauritanie, on pouvait faire autant de mal, on pouvait faire autant de supplices à des personnes encore de couleur noire durant ce mois béni du Ramadan. C'était incroyable. C'était incroyable. On a beau pouvoir amortir un peu ce choc, mais seulement en pensant à cela. Des gens qu'on a tués parce qu'on les empêchait de réciter le Coran, parce qu'ils n'en ont pas le droit. Des gens qu'on a tués alors qu'ils jeûnaient, avec tout ce que Allah a dit sur le Ramadan, que même le prophète Mohammed, il a exempté de cela, que c'est lui-même qui va se charger de ça. C'est pour la moi, je suis parmi les gens qui sont toujours convaincus que tôt ou tard, que tout sera réglé. Et limpidement, que justice divine réglera ce problème. Parce que ces hommes d'aujourd'hui, ce pouvoir d'aujourd'hui, ce système d'aujourd'hui n'est pas prêt à gérer cette situation. Et nous attendons, et Inch'Allah, nous attendons. Donc j'ai été vraiment meurtri. Et je rappelle encore une autre chose qui m'était arrivée dans cette période-là. Quelques jours après les événements, vous savez, les gens ne partaient pas au travail. Et d'ailleurs, moi, je cohabitais avec un Camerounais dans une place où il y avait 2 villas. Lui, il s'occupait des problèmes mécaniques d'un grand boss mort qui avait des camions. Et comme il parlait français, il aimait bien venir là où j'habitais, dans l'autre villa, pour causer, échanger, vous savez, un problème de solitude. Alors, ce jour-là, le jour des massacres, c'était le mois de Ramadan, comme je vous l'ai dit, et moi, je suis quelqu'un qui aime trop bien aller au travail le matin de bonne heure, et surtout durant le mois de Ramadan. Juste arrivé devant la porte, je l'ai trouvé. Il m'a dit, mais Sissoko, où vas-tu? Je lui ai dit, mais je pars au travail. Il m'a dit, mais tu n'as pas entendu ce que les gens disent? J'ai dit, entendu quoi? Il a dit que les morts ont dit que les Sénégalais ont tué leurs parents et aujourd'hui, ils vont se venger. Mon Dieu. Mais comme lui, il cohabite avec son patron mort et tout, donc il doit avoir su ce que beaucoup de Noirs, pour ne pas tous les Noirs, n'ont jamais su, parce que c'était programmé. C'était programmé, c'est à ce niveau-là, je peux confirmer, c'était programmé qu'ils allaient faire ce massacre. Je dis, mais non, c'est pas vrai. Il m'a dit, viens. Je sors, je fais un pas, je sors de la porte. Il m'a dit, regarde. Je regarde à droite et je vois des femmes modestes noires,
la majorité, il y avait quelques blancs, mais majoritairement noirs, qui est en train d'aiguiser tout ce qui pouvait faire mal, comme ce qu'on fait durant la Tabaski. Il y avait des haches, des couteaux, des coupes. Mais tout ce qui pouvait tuer, ils étaient en train de l'aiguiser. Ah, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui s'est préparé. Je dis, mais attends, c'est pas encore clair. Je suis retourné dans la maison, comme on avait un téléphone, j'ai appelé le bureau. Pendant 15 minutes, j'ai appelé cette fameuse commande de pêche qui est une zone militaire, qui était dans le camp militaire, dans la marine nationale. Alors, 15 minutes, je vous dis, où il devait y avoir quelqu'un de garde permanente, pendant 15 minutes, personne n'a répondu. J'ai compris que même lui, le Camerounais, il ne se rend pas compte de ce qui va se passer aujourd'hui. Donc, c'est pour dire que j'ai des souvenirs atroces. Atroces. Alors, une semaine plus tard, comme je vous l'ai dit, je suis reparti au bureau, je suis venu. Comme je suis parmi les directeurs, donc je pouvais rentrer facilement, mais c'était le désert. J'ai pu quand même faire un effort, aller m'approvisionner en poisson au port. J'ai eu une caisse. Et comme ça, j'ai dit, je vais aller voir mes parents qui habitent juste à la cité Sinim, pas loin du port. J'arrive dans une maison où sont mes cousins, mes neveux, des tantes. Je passe 15 minutes, 20 minutes à frapper, ils ne veulent pas mourir. En fin de compte, à force de frapper, d'entendre ma voix, ils ont ouvert. Mais je le dis en sonique, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il ne va pas? Ils m'ont dit rentre. Je rentre, ils ferment la porte derrière moi. Ils m'ont dit pendant 4 jours, ils sont presque en antifada, ils sont en guerre. Parce que les jeunes Maures connaissent qu'il y a un de mes neveux qui était là-bas. Ils disent ce neveu-là, il jouait dans l'équipe du port, c'est un Sénégalais. Ils vont le tuer. Et donc, ils veulent que la famille leur donne ce jeune. La famille, bien sûr, a refusé. Donc, ils vivaient presque que de cacahuètes et de biscuits parce que tout leur provisionnement, tout est terminé. Et je peux vous assurer, cette caisse de 20 kilos que j'avais, presque les 3/4, j'étais obligé de le laisser là-bas. Alors que chez moi, il n'y avait rien aussi. Alors, je suis revenu et je suis parti directement au commissariat. Il y avait un commissaire, Yara, qui était très respectable. Je lui ai dit, mais il y a un problème. Il y a des jeunes Sénégalais qui sont là-bas. Ils m'ont fait comprendre, les Mauritaniens qui les protégeaient, que si on ne vient pas les prendre, ils risquent d'être sacrifiés, massacrés. Le commissaire Diarra m'a donné une voiture avec un officier et 3 policiers, 3 ou 4. Je suis revenu sur mes pas. D'abord, j'ai fait sortir le neveu, le jeune. Et puis chaque fois que je passe, on me dit, il y a des Sénégalais qui sont là, viens l'aider, sinon... Alors, à un moment, cette camionnette était pleine d'étrangers sénégalais. En fait, c'est revenu l'histoire du tirailleur, parce que beaucoup n'étaient pas des Sénégalais, mais on les considérait comme tels. Donc, le camion était plein. Sur le chemin du retour, je les ai ramenés en toute sécurité au commissariat. Et le commissaire Diarra a programmé, a tout fait, a mené des voitures et les a ramenés en toute sécurité au niveau de la gare, au lieu de les laisser mourir ou bien exécuter ou massacrer. Et sur la route, l'officier de police Alpulaar, je me rappelle bien, il m'a dit, mais toi là, toi tu n'es pas un Mauritanien. J'ai dit, ah, qu'est-ce qui ne va pas? Il m'a dit, en ce moment-là, tout le monde est en train de fuir les Sénégalais. Même celui qui est parent sénégalais ne veut pas le reconnaître. Et toi, tu es des Sénégalais. Je peux te confirmer que tu ne resteras pas longtemps ici. Et c'est dans cette situation-là qu'est arrivé le reste des choses. Donc, j'ai eu toujours ce mal de voir mon pays, en fait, participer à un génocide inimaginable. Un génocide qui n'a aucune raison d'être. Et de voir aussi cette terre d'hospitalité qui était la Mauritanie. Et surtout à l'époque, avec la pêche qui était florissante, la monnaie qui était extrêmement forte.
le pays qui se construisait, les étrangers qui venaient de partout, qui travaillaient autant les nationaux, qu'il y ait des barbares, je les appelle des barbares, qui ont tout mis à l'eau pour le seul plaisir de la race. C'est inadmissible. Inadmissible. Merci Al-Juma de ces informations. Moussa, tu as peut-être des questions? Comme je disais tout à l'heure, c'est toujours très difficile et délicat de poser des questions après de tels témoignages quand même, parce que ça remue des souvenirs qui sont encore vifs, troublants, et que je pense que les personnes revivent encore perpétuellement. D'autant plus que leur situation n'est pas réglée, puisque administrativement, ils ne sont reconnus nulle part. Qu'ils soient au Sénégal ou en Mauritanie, c'est pareil, absolument pas de papier, pas d'existence réelle, pas de possibilité d'insertion. Je pense qu'il faut qu'on résume quand même et puis qu'on soulève quand même des points essentiels ici, c'est que pas d'existence administrative, pas de possibilité d'emploi, pas d'insertion, pas de vie sociale, pas de possibilité d'évolution, rien. Les enfants qui naissent sont apatrides, donc pareil, pas de papier. Et aucun gouvernement jusqu'ici n'a pas réglé cette situation ou n'a tout simplement pas trouvé bon en fait de gérer comme il se doit, quoi. Et aujourd'hui, la question, puisqu'il n'y a aucun homme politique de part et d'autre qui prend en charge cette question, est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas essayer d'activer d'autres leviers pour attirer l'attention sur cette situation-là, attirer l'attention des publics sur cette situation? Essayer de contacter des influenceurs sur les réseaux sociaux, des gens qui peuvent porter cette question, je ne sais pas. Parce que je m'interroge sur les solidarités qu'il peut y avoir avec ce mouvement et le monde médiatique, que ce soit sénégalais ou mauritanien, quoi, pour vraiment mettre cette question à l'agenda, quoi. Alors là, Al-Juma est parti, je pense qu'il doit avoir des problèmes de connexion. Mais Ouais. toi, en tant que Sénégalais, tu as grandi et tu es né au Sénégal, tu n'as jamais entendu parler de cette histoire, tu n'as jamais... parce qu'on a aussi cette double peine, une sorte de double oubli, en fait, parce que ces réfugiés vivent sur le sol sénégalais, mais pour la plupart des jeunes qui ont grandi après les années 80-90, ne connaissent pas leur histoire, ils ne savent même pas, ne connaissent pas concrètement l'existence de des milliers de Mauritaniens qui sont sur le sol sénégalais. D'un autre côté, beaucoup de Sénégalais ignorent même l'existence de réfugiés mauritaniens sur le sol sénégalais. Parce que, à commencer par toi, quand on discutait, tu me disais que tu ne connaissais pas trop leur histoire. Comment est-ce que tu peux l'expliquer? Est-ce que tu en as déjà entendu parler ou comment tu peux l'expliquer? Alors, moi, je suis né après les événements. Je suis né avant les événements. Comment on l'appelle communément, les événements Mauritanie. Donc, c'est l'affrontement, enfin, les affrontements qu'il y a eu entre les Sénégalais et les Mauritaniens, que ce soit sur le territoire sénégalais comme sur le territoire mauritanien. Donc, moi, j'ai été au courant, j'ai des bribes de souvenirs de ces moments-là, d'ailleurs. Donc, je suis au courant. Je suis au courant qu'il y a eu une période très, très chaude entre la Mauritanie et le Sénégal. Et d'ailleurs, cette relation-là, parfois heurtée, a encore des conséquences. Parce que, par exemple, quand on prend le cas des pêcheurs sénégalais qui vont au large de la Mauritanie pour aller chercher du poisson et qui se font arrêter, emprisonner ou maltraiter, on a encore, je pense, une relation heurtée entre le Sénégal et la Mauritanie qui a des conséquences jusqu'ici. Donc, je savais qu'il y avait le conflit sénégalo-mauritanien, mais maintenant, il y avait des réfugiés mauritaniens sur le territoire sénégalais, ça, je ne le savais pas. Je ne l'ai su qu'il y a 2-3 ans, parce qu'il y a eu un reportage
de même pas 5 minutes qui est passé dans une chaîne privée du Sénégal. Et voilà, voilà, pourtant, la Mauritanie et le Sénégal, c'est pratiquement un seul et même pays, un seul et même peuple, à quelques exceptions près. Donc, quand on regarde concernant la composition ethnique, la majorité des populations existantes ou des groupes ethniques existants au Sénégal existent en Mauritanie. Donc, et même, il y a des familles de part et d'autre des frontières. Donc, normalement, vu que c'est un voisin très proche, donc les problèmes qui existent en Mauritanie devraient être su au Sénégal. Mais parce qu'on a une certaine ignorance, il y a une grande ignorance dans leur existence. Un silence aussi. Parce que ça, j'aimerais bien connaître aussi l'opinion de Aldjouma Sissoko. Aldjouma, est-ce que vous pouvez juste rallumer votre micro? Un silence du point de vue médiatique et du point de vue politique. Voilà. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc, alors, Aldjouma, il faut réactiver le micro. Voilà. Donc, là, j'ai interrogé mon camarade Moussa parce que lui, il est sénégalais. Bon, il est avec moi, on est dans le même groupe de réflexion. Il est sénégalais, mais il n'a jamais entendu parler de l'histoire de la présence des réfugiés mauritaniens sur le sol sénégalais. Comment vous vivez ce genre de situation? Oui, mais il a parfaitement raison. Je vous ai dit qu'on fait tout pour nous prendre en otage. On fait pourrir les procédures de recensement et mieux, on nous interdit de nous réunir, de manifester. Combien de fois on a reçu des interdictions des préfets, aussi bien dans la vallée? Je rappelle ce qu'on a eu à Nabadi Siwol, dans la zone de Ogo, dans la région de Matam, les interdictions qu'on a eues à Madina Moussa, dans le département de Podor, dans le Kili Boubacar, les interdictions à Dakar même, devant le Commissariat des Nations Unies, devant Sen TV, devant Walfadri, et pour des raisons fallacieuses, en nous disant que pour raison d'insuffisance de force de l'ordre, alors que toutes nos manifestations pacifiques, vous n'avez jamais entendu, et vous n'entendrez jamais, les réfugiés mauritaniens brutalisés ou utiliser la violence. Et pire, ou mieux, chaque fois qu'on veut faire une manifestation, on demande une autorisation. Ça veut donc dire, au moins, ça confirme que notre manifestation est pacifique. Alors, il a parfaitement raison. Et je vous ai dit aussi que beaucoup de gens au Sénégal disent qu'il n'y a plus de réfugiés mauritaniens. On n'en parle pas. Je vous ai parlé des officiels qui n'utilisent pas le mot réfugié mauritanien. Et même mieux, certaines personnalités, quand ils parlent du Rwanda, ils parlent des problèmes du Congo, ils parlent des problèmes d'autres pays. Mais tout ce qui est mauritanien, tu ne l'entends pas de leur bouche. C'est comme si c'était un mot de passe entre eux. Alors ça, c'est inadmissible pour quelqu'un qui connaît ce que le Sénégal a fait pour beaucoup de personnes opprimées à travers l'Afrique. Mais sur le dossier mauritanien, c'est comme si ils sont hypnotisés. Qu'est-ce qui les fait peur? Quel intérêt ont-ils à se taire? Si c'est du poisson, nous ne sommes pas des poissons. Si c'est pour faire plaisir aux pêcheurs de Diago, ce n'est pas ça la raison. Parce que nous pouvons très bien être bien avec eux et faciliter les pêcheurs saint-louisiens à venir pêcher en Mauritanie. Donc, je confirme. Et jusqu'à présent, nous sommes dans cette chose-là. Et quand les gens veulent régler un problème, ils ne veulent pas parler avec les victimes, ça c'est d'avance que le problème est faussé. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à ce silence criminel par rapport à notre situation. Alors, on ne fait rien pour nous, et quand quelqu'un veut faire quelque chose pour nous, on lui empêche de le faire. Donc, nous sommes des damnés de la terre. Comme le disait Senen, ce grand journaliste de Jeune Afrique en 1996, nous sommes devenus des Palestiniens de l'Afrique de l'Ouest. On a tout perdu là-bas, et là, on veut nous enterrer. Ce que nous n'accepterons pas, et nous n'allons jamais accepter. Merci, Aldjouma. Alors, Moussa, mon camarade,
et moi, on est Mauritaniens et Sénégalais tous les deux. On a grandi après les années 80. Donc, après cet événement, on a pris conscience aujourd'hui de l'importance de parler de cette situation dans le cadre de notre groupe de réflexion. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, ça vous fait, vous, en tant que... Enfin, vous avez milité depuis 30 ans pour montrer que vous existez. Tout le monde, je pense, toutes les personnes qui s'intéressent à l'histoire politique de l'Afrique de l'Ouest et aussi aux phénomènes migratoires en Afrique de l'Ouest connaissent votre figure. Comment vous expliquez aujourd'hui, comment vous définissez, est-ce que vous auriez voulu qu'on en fasse plus? Est-ce que vous auriez voulu que d'autres personnes aussi se saisissent de cette question-là, comme nous aujourd'hui on essaye de faire, en montrant à nos réseaux, à d'autres personnes, votre histoire? Oui, vous savez, ce n'est pas pour rien qu'on prend une cuillère. Nous sentons que nous sommes dos contre le mur. Pas parce qu'on le veut, mais parce qu'on nous oblige. Parce qu'on nous menace et parce qu'on veut nous faire taire. Alors, cette cuillère-là, pour nous, c'est d'abord la diaspora et surtout les réfugiés qui étaient avec nous, dont on n'a pas besoin de leur expliquer ce qu'ils vivaient avec nous. Je vous rappelle, je vous informe d'une chose drôle qu'on a vécue à Thiès. Vous savez, lorsqu'on est venu en 89, on habitait à Patcrin, à Ouakam, dans un camp militaire. Et puis, avec l'hivernage, on nous a menés à Thiès, dans les hangars de Thiès, où il y avait des policiers, anciens policiers, paramilitaires mauritaniens avec tous les civils. Et vous allez vous rire. On faisait la queue pour se peigner. Je vous dis bien, on faisait la queue juste pour se peigner, juste pour montrer le dénouement total des réfugiés mauritaniens lorsqu'ils sont arrivés en 89. Donc, ces gens-là qui ont eu la chance d'aller en réinstallation, nous n'avons pas besoin de leur parler parce que nous avons cohabité, vécu avec eux nos drames, nos malheurs, nos pleurs. Presque quelques-uns d'autres, ou bien la diaspora africaine, parce que je sais qu'en Europe, c'est en France, les gens se sont réunis pour beaucoup de causes africaines, par-africaines. Ces gens-là, je pense, non pas seulement le côté humanitaire, mais le côté politique, le côté sensibilisation, le côté alerte, devait être beaucoup plus combattant que ça. Moi, j'ai de la peine. Parce que pour moi, si la réinstallation, c'est juste pour amener les gens pour qu'ils dorment et qu'ils boivent, moi, j'aurais dit non, on n'a pas besoin de réinstallation. Moi, je pense que la réinstallation, c'est une manière de nous aider à lutter, c'est une manière d'aider les réfugiés, c'est une manière de vivre politiquement, de s'engager politiquement. Et l'autre problème, c'est le côté interne. C'est pour cela qu'on a beaucoup aimé le travail qu'a fait le jeune Biram Abedoulah, qui, chaque fois qu'il vient à Dakar, est le seul parmi les politiciens qui nous appelle, qui vient nous trouver dans nos huttes, qui fait réunion avec nous, qui fait des sacrifices à aider certaines personnes à régler des problèmes. Combien de personnes dont les problèmes ont été réglés directement par Abid, sans intermédiaire, durant ses séjours au Sénégal. C'est pour cela, tout dernièrement, lorsqu'on l'a entendu avoir rencontré le président et poser ce problème, nous avons dit au moins, peut-être que ça va commencer à mener quelque chose. Mais il reste encore. Parce que Biram n'est pas président. C'est un ancien candidat président. Et il a des intentions. C'est un leader incontestable de l'opposition. Mais la volonté politique, c'est le politicien premier, le citoyen premier, c'est le président de la République. Il hésite. Il faut l'accompagner. Il faut l'aider. Et s'il n'accepte pas cela, il faut qu'on bouge. Et aussi, reconnaissant, la communauté noire est devenue encore beaucoup plus agressive, bien plus, non pas qu'il était avant, parce qu'on tuait les Noirs comme des moustiques, on les harcelait avec le gouvernement de Aziz. Il y a des opportunités qui se présentent, eux aussi, ils sont engouffrés dedans.
Donc, il faut un ensemble de choses. Moi, je pensais que des manifestations très fortes devant les ambassades mauritaniennes, devant des autorités, des institutions internationales, et avec toute cette aura de grands cadres que nous avons, je pensais quand même qu'ils pouvaient faire quelque chose. Malheureusement, ça reste encore. Moi, en fait, je me disais que si c'était moi, je ne ferais pas ça. Et heureusement d'ailleurs que je ne suis pas parti en réinstallation, sinon je vais mourir malheureux. Parce que me sentir bien et me rappeler des gens qui vivent de cacahuètes, de biscuits, d'eau salée, des femmes qui accouchent et qui meurent, des enfants qui grandissent comme des haillons. Ah non, pour moi qui connaissais ces gens quand ils étaient dans l'administration, la douane, la police, dans les hôpitaux, dans les banques, cette joie de vivre de la jeunesse mauritanienne à l'époque, que je vois ces gens ramasser des mégots, des gens devenus fous qui ont rempli, beaucoup de Mauritaniens ont rempli les centres psychiatriques de Fan, de Thiaroye, parce que ce n'était pas possible. Ce qui leur est arrivé est impossible à gérer. Des fois, je me pose la question comment je suis parvenu à l'avoir. Après 3 fois, et comme je le dis encore, l'engagement. Parce que moi, dès le début, j'ai dit que je vais tout laisser pour que la vérité éclate. Je ne peux pas avoir plus de plaisir que de voir les parents être heureux et revenir dignement au pays. Tout le reste, je ne m'en veux pas. Il y en a certains comme moi, ça ne manque pas. Mais je pense quand même que si nous tous, nous avions agi dans ce même sens-là, ça ne pouvait pas aller comme ça. Et c'est dommage. Très bien, Moussa. C'est dommage. Oui. Vas-y, donc si tu as quelque chose à demander à notre invité. C'est très difficile, comme tu dis, de poser une question. C'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile parce qu'on ne sait pas quoi rajouter à ça, en fait. Et je pense que c'est une situation déjà qui est de base extrêmement grave et qui en dit long, en fait, sur... je ne sais pas si je dois dire hypocrisie, ou en tout cas, les relations qui existent entre le Sénégal et la Mauritanie. Donc, voilà, c'est une situation qui est extrêmement préoccupante. Et je pense que là, aujourd'hui, il faudrait peut-être penser à peut-être voir une stratégie pour populariser cette question. Voilà, donc moi, c'est ce qui m'anime aujourd'hui, c'est comment faire pour que cette question soit connue, sue, prise en charge, non pas par des hommes politiques, mais par la société civile, les sociétés civiles, que ce soit au Sénégal et en Mauritanie et au-delà. Parce que je pense que c'est ces sociétés civiles-là qui pourront changer véritablement les choses et mettre la pression qu'il faut au niveau des hommes politiques. Oui, effectivement, parce que justement, moi j'ai une question qui va sauter. Aldjouma Sissoko, le HCR, quel a été le rôle du HCR dans votre situation? Bon, écoutez, le HCR, comme vous le savez, ce n'est pas un gouvernement, ce n'est pas un État. Il a le mandat international de s'occuper des réfugiés, de leur assurer leur sécurité. Et durant les 5 premières années, à ravitailler les gens et puis à chercher des solutions durables. Je reconnais quand même, jusque vers 2000, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire, et surtout pour le problème des pièces d'identité. Je vais raconter encore une autre chose. En 2000, lorsque Wade est venu au pouvoir, ils ont amené un armada d'appareils pour donner des pièces d'identité directement. C'est-à-dire que tu te recenses tout de suite et dans 15-20 minutes, tu as ta pièce d'identité. Vraiment incroyable. On a commencé le recensement à Dakar. Maintenant, il devait aller dans la vallée où était la très grande majorité de réfugiés mauritaniens. Et à notre grande surprise, et les réfugiés mauritaniens ont été sensibilisés, organisés, préparés, parce que nous savons que cette pièce d'identité-là, c'était une force pour nous, de sécurité, de travail, de vie. À notre grande surprise, il devait commencer par le camp de Dagana.
Alors, à notre grande surprise, je le répète, j'en ai le cœur chagriné. Une décision est venue, je ne sais d'où, pour leur dire d'arrêter. Et c'est comme ça, cette opération de délivrance immédiate de carte d'identité, je dis bien en 2000, et maintenant on est en 2020, donc si c'était fait, on ne parlerait plus de ce problème. Ils ont été obligés, le HCR, d'arrêter. Qui a donné l'ordre? Le Sénégal? Je ne sais pas. Mais le Sénégal, bien sûr, parce qu'on est au Sénégal. Mais est-ce que c'est sous pression de la Mauritanie? Peut-être aussi. Donc, ce programme est tombé à l'eau. Ça, c'était la première fois où j'ai vu que ça pouvait amener de la violence entre les réfugiés et les autorités sénégalaises. Parce que les réfugiés étaient déçus. Ça a été un grand choc. Et ces cartes d'identité miniaturisées étaient pour 10 ans. 5 ans pour d'autres peut-être. Mais au moins, ça a dépassé les 3 mois, les 6 mois, les 12 mois. Donc, pouvez-vous savoir ce que ça pouvait être? Combien de réfugiés ont été tués dans la zone de Bakel parce que seulement ils ont présenté leur pièce d'identité de réfugiés? Combien de réfugiés ont été arrêtés, torturés, malmenés parce qu'ils ont présenté leur pièce d'identité? Même il m'est arrivé des fois d'avoir des cas, peut-être par ma perspicacité, par ma présence d'esprit et par mon aura, encore s'il faut le dire, j'ai échappé à cela, j'ai pu résister, mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc, c'est juste pour vous dire, à ce niveau-là, le HCR a fait ce qu'il pouvait faire. Mais plus le temps passe, le HCR devient presque un maillon de l'État. Maintenant, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de doute. Ce dossier, même étant réfugié, ne peut être réglé que par le gouvernement sénégalais. Tant que cette volonté politique n'existera pas au gouvernement du côté sénégalais, le HCR ne peut rien faire. Il est pris en otage lui aussi. Il est sous domination. Et comme je vous l'ai dit. Mais c'est très juste ce que vous dites, parce que ici, par exemple, en Europe, en France, il y a des réfugiés qui viennent. Et quand les réfugiés se déplacent, ils se déplacent pour des raisons précises. Parce qu'ils ont soit des opinions politiques qui ne correspondent plus à leur pays d'origine, ou parce qu'on les a exterminés tout simplement, ou parce qu'il y a eu une tentative de génocide, ou alors une tentative d'effacement. Mais c'est le gouvernement français qui prend ses responsabilités pour mettre dans des bonnes conditions, ou dans des conditions en tout cas normales, les réfugiés qui arrivent. Et il y a des dizaines de milliers de demandes de réfugiés, des demandes de réfugiés par an ici en Europe. Il y a certes des problématiques, parce que voilà, il y a avec le flux migratoire, etc., les autorités politiques n'arrivent plus à gérer. Il y a même des fois des manquements. Mais il faut reconnaître qu'il y a des milliers, des dizaines de milliers de réfugiés dans le monde qui viennent s'installer en France et qui ont des papiers et qui s'y installent. Donc aujourd'hui, si la situation des réfugiés mauritaniens n'arrive pas à être réglée, il y a aussi une part de responsabilité de l'État sénégalais, parce que le droit de se réfugier dans un autre pays, c'est un droit qui est fondamental. Donc c'est un droit, normalement, c'est des conventions que les États ont signées pour faire respecter effectivement le droit des réfugiés, parce que toute personne a le droit de se déplacer dans un autre pays. Sans vous couper. Allez-y. Cela ne peut se faire. Non, c'est pour montrer qu'au moins vous comprenez ce dont vous parlez. C'est-à-dire ça ne peut se faire que si l'État du pays d'asile réagit. Absolument. Mais le Sénégal ne réagit pas. Le Sénégal ne réagit pas, c'est ça le problème. Le Sénégal ne réagit pas. Il nous laisse emporter par les vagues, les flammes de cette barbarie. Il nous met dans des cloisons pour qu'au moins on ne nous voit pas. Je vous ai dit qu'ils font tout pour faire pourrir la situation. C'est ça qui fait un problème. L'État ne réagit pas, n'en parle pas. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Est-ce que c'est pas dû à un défaut de sensibilisation aussi?
Il y a Salim Ataba qui pose une question par rapport à ce dossier. Donc, par rapport à ce dossier, qu'est-ce que vous attendez de la jeunesse mauritanienne? Mais vous savez, il faut d'abord leur expliquer. Quand on est jeune, on n'est pas témoin de cette histoire, il faut leur expliquer. Il faut que cette voix, ce devoir de mémoire soit amplifié, comme ce qui se fait pour les pendaisons des 28 Mauritaniens du 28 novembre. Il faudrait qu'on leur explique. Parce que si on ne leur explique pas, mais mon Dieu, ils vont prendre ça comme des histoires. Et d'autre part, il faudrait que les gens soient obstinés dans la lutte. Il faut que ça soit permanent, sur tous les plans. Bien sûr, sans prendre les armes, je le dis encore. Mais il faudrait que les gens fassent comprendre que ce qui est arrivé en 89, jusqu'à présent, ils le vivent et ils veulent que ça change. Alors, par conséquent, au niveau de notre communauté, il y a un travail très important qui doit être fait. Sur un autre plan, je sens quand même que cette jeunesse actuelle est beaucoup plus mouvante, beaucoup plus, en fait, ils s'élèvent. Mais il leur faut des points de repère. Quand on n'a pas de repère, c'est comme de la fumée. Ça sort, ça rentre par là, ça sort. Nous avons tout fait. Je vous ai dit que nos manifestations, nous avons que 2 manifestations jusqu'à 3. La première, c'est le 9 avril pour célébrer la journée de la déportation. La deuxième, c'est le 20 juin, qui est la journée internationale des réfugiés. La troisième, qu'on faisait avec les collègues des Flammes, mais dans le cadre de la communauté, c'est la manifestation pour les pendaisons du 28 novembre. Mais je vous dis, on prend une note, on écrit au ministère de l'Intérieur, le préfet nous écrit, vous êtes interdit de manifester, vous êtes interdit, alors que tout ce qu'on fait, c'est pacifique. Alors que les autres nationalités, comme les Rwandais, font leur devoir de mémoire, font des manifestations par rapport au génocide. Les Mauritaniens, wallo. Mais ouais, la difficulté qu'on a, c'est d'expliquer l'inexplicable, surtout dans un pays comme le Sénégal, avec tout ce que tu entends de tout ce que tu entends de démocratie, de liberté d'expression. Nous ne voyons pas ça. On n'est pas reçu, on n'est pas compris et on est culpabilisé, ce qui est encore pire. Et c'est vraiment dommage. Ce que nous sommes en train de vivre au Sénégal, on n'aurait jamais imaginé qu'on pouvait le vivre. Jamais. Et tout ça, c'est politique. Les gens nous ont laissés sur l'autel de la politique. Et ça continue. C'est ce qui fait que il y a un grand écrivain ougandais qui disait quelque chose. Il disait qu'on ignore le fait que les réfugiés sont des personnes normales qui se trouvent dans des conditions anormales. Leur problème réside dans les circonstances de leur arrivée, la société dans laquelle ils vivent, le pays d'asile, la réaction des gens à leur présence, les populations autochtones, et Dieu merci au Sénégal, on n'a pas ce problème, les lois et les traitements inhumains dont ils font l'objet. Et vraiment à ce niveau-là, nous sommes carrément KO. KO, je vous dis. Les gens, pour vouloir régler le problème, nous disent de prendre la nationalité sénégalaise, les cartes d'identité. Mais j'ai dit, ils n'ont rien compris. Parce que dans toute lutte, dans tout conflit, si on oublie l'aspect sociologique, culturel, c'est foutu. Moi, j'ai l'habitude de leur dire, rappelez-vous, on nous a amenés ici parce qu'on nous a accusés d'être des Sénégalais. Alors, qu'est-ce qui va se passer si on prend des cartes d'identité sénégalaises? C'est pour donner raison à nos bourreaux. Et là, en fait, on va mourir 2 fois. Et ça, jamais, pour la majorité parmi nous, on ne le fera pas. Ce piège-là, nous n'allons jamais y rentrer. Obligatoirement, nous aurons nos pièces d'identité mauritaniennes et nous rentrerons en Mauritanie la tête haute.
À cause des bourreaux qui ne connaissent rien à l'histoire. Et ça fait mal. Tout à fait. Du coup, il y a une question. Déjà, vous avez le bonjour de M. Déby Oubeid des États-Unis. Il vous passe le bonjour. Voilà, il dit. OK. Voilà, c'est Déby Oubeid. Il y a une question aussi qui a été posée par Cherlo. Cherlo, c'est le président de notre groupe de réflexion. Donc, il ne pouvait pas se présenter parce qu'il est en déplacement. Il pense qu'il faut sensibiliser les chefs religieux, coutumiers, particulièrement la jeunesse sénégalaise de cette problématique. Est-ce que vous avez fait ces démarches de sensibilisation? Parce qu'on sait que le Sénégal est un pays où il y a un grand poids du religieux, donc de l'intemporel. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Mais c'est très simple. Vous savez, je donne un exemple. En 1994, notre mouvement a eu à faire des démarches au niveau de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et a eu un statut d'observateur. Ça nous a permis d'avoir un contact direct avec plus de 300 organisations des droits de l'homme, dont les organisations sénégalaises. Donc, j'ai eu la chance de connaître tout ce monde-là, les Sidi Kabal, lorsqu'ils étaient dans le milieu de l'ONDH, les gens de l'Amnesty et tout. Le côté religieux et la jeunesse, nous avons essayé de faire ce que nous pouvons faire, c'est rencontrer des jeunes, aller à des manifestations. Mais si dans leur milieu, certains Sénégalais leur disent que nous sommes des Sénégalais qui étaient partis chercher du travail, qui ne disent pas la vérité, c'est normal que ces jeunes s'abaissent par rapport à son engagement. Au niveau religieux, c'est peut-être difficile de le dire, mais je vais le dire. Nous avons été voir Thierno Madani Tall. Je répète, nous avons été voir Thierno Madani Tall, sans oublier qu'on a essayé d'aller voir des personnes liées à Touba ou à Tiawan, ou même les Niassènes de Kaolack. Donc, nous sommes partis voir Thierno Madani Tall et je dirigeais la délégation. On était environ une dizaine de personnes. Nous avons expliqué au vénéré marabout notre situation et il nous a posé la question directe. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? On lui a dit, c'est sûr que vous ne pourrez pas expliquer comme nous la situation. C'est pour cela que nous voulons avoir un rendez-vous, une audience avec le président Macky Sall. Il a dit ça seulement. On lui a dit, c'est beaucoup pour nous. Parce qu'on a toujours fait des demandes et on n'a jamais eu ça. Il m'a demandé, en tant que coordinateur, de lui faire une lettre, de faire une lettre, de déposer ça à la présidente, faire une demande d'audience et de lui amener une copie. Pour que ça soit clair, je suis allé moi-même, je dis moi-même, avec le registre de réception, déposer la lettre à la présidente. Et puis je suis parti à la Médina, où est Thierno Madani Tall, qui d'ailleurs a vraiment beaucoup d'estime pour moi, ça je le dis en toute honnêteté. Et je lui ai remis la lettre, je lui ai dit, je viens de quitter la présidence, voilà la copie. Ça fait maintenant 3 ans, parce que Thierno Madani Tall nous a confirmé qu'il a des contacts, qu'il rencontre, et que souvent même le président Excellence qui vient prier à la mosquée omarienne. Mais je vous confirme jusqu'à présent, Wallo. Je dis bien Wallo. Ma lettre l'a déposée, j'ai même failli accuser la réception. A plus forte raison maintenant d'être reçu. Vous ne pouvez imaginer ce que nous faisons pour sortir, pour ouvrir des portes. Mais à tout moment, il y a un marteau-pilon. Et ce qui fait souvent les gens de l'extérieur, ils pensent que nous dormons, nous. Mon Dieu, mon Dieu. Nous avons tellement marché que nous n'avons plus d'amis, nous n'avons plus de chaussures. Nous ne savons pas l'heure de manger.
même l'heure de prier. N'importe quelle heure et n'importe où, même dans l'eau, on nous appelle, on part. On passe tout notre temps à aller dans les rencontres pour faire entendre la voix des réfugiés mauritaniens. Mais même souvent, dans ces cadres-là, nos voix ne sortent pas. Et quand on attend la radio, je veux dire la diaspora, on ne voit rien. Ou on ne se comprend pas. Et pourtant, la majorité parmi eux était avec nous ici. Donc, ils n'avaient pas besoin d'être rafraîchis pour se rappeler de ce qui s'est passé. Et puis, ce qui s'est passé en Mauritanie est tellement cruel, tellement barbare, qu'on n'a pas besoin d'être un avocat pour plaider. Ce qui fait, je suis vraiment peiné quand on veut nous culpabiliser. Quand on veut nous montrer c'est nous qui avons commis tel par rapport à tel, ou que nous ne faisons pas autant d'efforts pour sortir de ça. Il faut que les gens se rappellent. C'est vrai, ça fait 30 ans, mais jusqu'à présent, notre unique et ultime désir, c'est de retourner dignement en Mauritanie. Je le répète, notre ultime désir, c'est de retourner dignement en Mauritanie. Et on attend encore. Et on attend les gens qui vont, comme nous, travailler dans cette manche-là. Malheureusement, je vous le confirme, à ce niveau-là, j'attends encore. J'attends encore pour mieux voir. Voilà. Alors, on va quand même continuer un petit peu avec vous, parce que le temps, voilà, on ne veut pas monopoliser non plus votre temps. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, quel message vous voulez lancer aux responsables politiques, comme vous avez dit, M. Biram Dabeid, qui vient vous donner un coup de voix, vous aider, en tout cas vous écoute, d'autres politiques, qu'est-ce que vous voulez dire à ces hommes politiques sur votre dossier? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Quel plaidoyer ils peuvent faire? Parce qu'ils peuvent le faire s'ils ont envie de l'améliorer. On a vu, ils ont mis en place, avec bien sûr l'État, une commission parlementaire, une commission d'enquête parlementaire sur les crimes économiques de l'ancien président. Donc, s'ils sont capables de faire des commissions dans ce genre de dossier, ne pensez-vous pas qu'ils peuvent au moins décider de traiter de façon définitive la situation, votre situation, la situation des réfugiés qui sont au Sénégal et au Mali, même ailleurs, parce qu'il y a des réfugiés qui sont aussi à l'étranger. Quel message vraiment vous voulez adresser aux responsables politiques de l'opposition ou du gouvernement? Oui, je le dis et je le répète, il faut obligatoirement une volonté politique. Il faudrait que les gens qui en parlent soient sincères, qui n'en font pas une marchandise électorale ou politique. Il faudrait que les gens se rappellent que la Mauritanie a tellement d'espace qu'on peut engloutir beaucoup de pays africains dedans. Et par conséquent, le problème humain doit être quelque chose de sacré en Mauritanie parce que nous en avons besoin et nous en aurons toujours besoin. Donc, cette volonté politique doit commencer par le président. En fait, celui qui exerce la présidence en Mauritanie. Et pour cela, ils n'ont pas besoin de chercher midi 14 heures. Ils n'ont qu'à d'abord continuer le travail fait par Feu Sidi Cheikh Abdallah. Le travail tracé, la route tracée peut servir de référence, peut servir de voie, peut baliser la voie. Et maintenant, l'améliorer par rapport aux difficultés rencontrées par les premiers venus vers le 2008. Mais il faut d'abord qu'on entende le président parler de cela. Appeler les autorités qui peuvent et les institutions qui peuvent en parler, la société civile, les partis politiques, comme vous l'avez dit. Les victimes, ils sont là-bas, les rapatriés mauritaniens. Vous vous rappelez de ces marches qu'ils ont fait de Bogué? Qu'est-ce qu'on les a donné en cadeau alors qu'ils ne cherchaient que du papier?
pour ne pas dire du pain. Ils ont reçu des grenades lacrymogènes. Mais c'est-à-dire, le problème est très simple. En fait, on n'a pas besoin de midi 14 heures. S'il regarde, il trouve. S'il veut, il peut. C'est tout. Et tant qu'il ne prendra pas cette volonté, cette décision, et qu'il n'est pas harcelé ou bien aidé, accompagné par les politiciens comme ce que fait Abed maintenant, ou les organisations de droits de l'homme, ça restera. Mais la première chose à faire, c'est que le président se décide. Nous sommes toujours ouverts. Hein? Nous sommes ouverts de midi, de 6 heures, de 0 heure jusqu'à 24 heures. Nous n'avons pas de problème. Et nous sommes prêts. Parce que même en dormant, nous maîtrisons notre dossier. Nous la vivons. Nous vivons la faim. Nous vivons la peur. Nous vivons le manque d'abri. Nous vivons le manque de sourire, de chaleur humaine. Alors, quand cette personne te dit que je suis prêt à parler avec toi, vraiment, si tu n'es pas prêt, c'est parce que tu n'en peux pas. Alors, le récit, M. Aldjouma, est vraiment très dur. Voilà, on n'a pas l'habitude d'avoir des invités voilà, de votre envergure, en tout cas, voilà, qui nous racontent ce genre d'histoire. On est plus dans des débats où voilà, on fait beaucoup de débats, de réflexions, mais là, c'est un récit personnel, donc du coup, on est dans une position qui est très, très délicate. Moi, la question que j'aimerais savoir, que j'aimerais vous poser, vous savez, je travaille avec vous depuis quelques temps, depuis quelques mois, pour essayer de restituer le maximum possible votre histoire. Et vous m'avez raconté un jour que quand vous étiez petit, votre père vous rappelait souvent que vous étiez mauritanien. Votre père vous rappelait souvent que vous étiez mauritanien. Comment vous êtes-vous senti le jour où vous avez été déporté par ce pays que vous avez aimé quand vous étiez enfant, le pays que vous avez rêvé, vous avez fait vos études, vous avez beaucoup voyagé, vous avez fait les États-Unis, vous avez fait le Portugal, vous avez fait la France, vous avez fait même Bordeaux, vous avez fait la ville de Bordeaux. Oui. Vous avez fait J'ai toujours la chaleur de Bordeaux dans mon corps. J'aime bien Bordeaux. J'ai beaucoup aimé. En 80, durant l'arrivée de Mitterrand, ça nous a trouvés à Bordeaux avec mon collègue Mamadou Lo. Bref, vous savez, j'ai eu la chance, et c'est ce que je demande d'ailleurs aux parents. Mon père est un immigré mauritanien qui est venu au Sénégal en 1947. Et mon père m'a toujours dit qu'il est mauritanien, qu'il était venu chercher du travail parce qu'à l'époque, le Sénégal était comme Paris. Tous les habitants de la sous-région, s'ils ne venaient pas au Sénégal, ils pensaient qu'ils n'ont pas fait de déplacement. Et chaque fois, il me le disait, et mieux, il me le prouvait. D'abord, au niveau de l'ambassade de Mauritanie, on avait des cartes consulaires de 3 ans. Et encore lui, il avait un travail protocolaire, parce qu'à l'époque, quand des autres personnalités, même le président Dada venait, c'est lui qui se chargeait pour sensibiliser les populations, pour l'accueil à l'aéroport et tout ce qui s'ensuit. Et il a eu à connaître beaucoup d'ambassadeurs, dont le plus connu, dont vraiment il m'a parlé, c'est Takioul Sidi, qui est de Nouadhibou d'ailleurs, un ancien ambassadeur qui a été ministre. Et même mieux, pour me récompenser chaque fois pendant les vacances, il m'a mené à Djewol pendant ses congés. Donc mon papa m'a toujours dit qu'il est venu chercher du travail, il va retourner. Et que nous ne sommes pas des Sénégalais. Alors, et moi, ayant eu cette flamme dans mon corps, durant mes formations, aussi bien au Maroc, au Portugal, en France, en Suède, des stages aux États-Unis, je n'ai jamais accepté de rester
dans le pays, malgré toutes les facilités. Il y en avait un qui était très malin, le commandant, le chargé, le directeur des études, M. Bernard, lorsque je faisais ma formation d'officier de marine marchande au Maroc, qui me disait, après ma formation, M. Sissoko, tu n'as pas besoin de retourner en Mauritanie parce que là-bas, il n'y a que des chameaux. Reste là, avec ton diplôme, ceci, cela. Je ne parle pas des autres pays, mais j'ai refusé. Et surtout, si je me disais que mon pays s'est sacrifié pour moi, ça pouvait être une autre personne. Alors, je ne dois pas du tout trahir. Je dois revenir travailler au pays. Alors, quand cet événement est venu, c'est le seul choc qui m'a retenu pendant au moins 1 minute ou 3 minutes. Quand je me suis rappelé de tous ces délices, ces plaisirs, ces opportunités que j'ai laissées par acte de patriotisme pour me rappeler de mon père. Parce que mon père est décédé en 1994, donc je pouvais au moins lui montrer ce qu'il me disait, je l'ai fait. Ça a été difficile. Mais ce qui était plus difficile, c'était pour mon papa. Mon papa a pleuré. Je dis, mon père a pleuré quand il a vu tout le sacrifice qu'il a fait. Pour lui-même, pour son État et pour moi, et que maintenant la Mauritanie lui renvoie son fils comme un fardeau. Alors là, c'était un peu difficile. Mais malgré tout, je tiens encore le coup. Parce que pour moi, la finalité, c'est la Mauritanie. Et il faut le prouver. Il y a des intellectuels, il y a des cadres qui ne sont pas des opportunistes. Et que la patrie est sacrée. Et que cette injustice-là, nous n'allons jamais l'accepter. Il faudrait qu'il y ait justice. Il faudrait qu'il y ait justice en Mauritanie. Et s'il y a à pardonner, ce n'est pas les bourreaux de pardonner comme cette administration de 1993, c'est à nous. Mais il faudrait qu'on comprenne, qu'on puisse connaître tout ce maillon qui a eu à mener ça sous le régime de Taya. Et pourquoi? Pour quelles raisons? Parce que je pense, si on dit que la Mauritanie a le niveau 10, imaginez ce que devait être la Mauritanie s'il n'y avait pas eu cet événement. Donc c'est juste pour dire, tout ce que la Mauritanie peut avoir, c'est zéro, tant que ce problème humain, ce problème social, ce problème national n'est pas réglé. Et nous, comme vous, comme les autres, nous allons y mettre notre petit grain de sel, notre passion, notre engagement, notre conviction pour que cette justice puisse se faire et pour qu'enfin que la Mauritanie soit en fait un pays démocratique, libre et indépendant, comme on l'aurait aimé, et comme on l'a souhaité, et comme on a lutté pour cela. Tout à fait. Alors, on va essayer de terminer à 19h, donc dans 15 minutes, pour ne pas trop vous monopoliser votre temps. J'ai un message pour vous. En préparant l'émission, j'ai discuté avec pas mal de personnes, notamment avec Marba, qui est un rappeur mauritanien. Alors, Alduma est parti, mais je le dis quand même. Alors, donc Marba qui veut tout simplement donner un coup de main à Alduma Sissoko par rapport aux réfugiés de toute façon. Donc, on va le lancer. Alors, Moussa, toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as appris? Est-ce que tu as appris quelque chose de plus par rapport… Parce qu'on ignore beaucoup de choses. Hein. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses que nous aussi, en tant que Mauritaniens, on ignore sur le Sénégal. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas une histoire africaine commune, partagée, qu'il y a ce genre de problème? Comment tu peux l'expliquer, ce genre d'ignorance, alors qu'on a des pays limitrophes? Mais j'irai beaucoup plus loin. Ce n'est plus une question d'être voisin ou d'être pays limitrophe. C'est, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est le même peuple quasiment. Donc, on ne peut pas tolérer qu'il y ait autant de méconnaissance de nos réalités, à la fois politiques, économiques, etc., historiques. C'est extrêmement grave et ça montre à quel stade, en fait, se trouve l'intégration africaine, l'unité des peuples africains, en fait.
qui est un échec du point de vue politique, et cet échec du point de vue politique se répercute à quelques niveaux en tout cas, ou bien sous quelques aspects au niveau des populations. Parce que, comme je disais tout à l'heure, hein, nous sommes des pays frères. Donc, il y a des familles de part et d'autre des deux pays. Donc, les liens sont là. Maintenant, je pense que c'est le moment aussi de revoir la perspective sur, comment je vais dire, enseigner l'Afrique contemporaine, enseigner l'Afrique telle qu'elle est, et enseigner l'Afrique aux Africains, en fait, finalement. Et revoir nos programmes, revoir même repenser même nos médias. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui un média sénégalais d'aller faire un reportage en Mauritanie sur ce qui se passe en Mauritanie, ou un média mauritanien au Sénégal, au vu des liens qu'il y a? Hein? Qu'est-ce qui empêche de faire un documentaire carrément sur la situation de ces réfugiés mauritaniens, hein? Et de pouvoir en faire un sujet de société, en discuter et trouver des solutions idoines. Parce que je ne crois pas que ce soit si compliqué que ça, en fait, de les régulariser et de les rétablir dans leurs droits en tant que Mauritaniens. Voilà, c'est juste que il y a aussi un autre aspect, ça, que ça touche à une certaine partie de l'histoire mauritanienne, en fait, une partie de l'histoire mauritanienne qui est encore douloureuse et qui n'est pas encore acceptée. Donc, la Mauritanie n'a pas encore fait la paix avec elle-même. Le Sénégal passe sous silence une histoire qui la concerne aussi, parce que c'est le même peuple, et une situation qu'elle ignore institutionnellement et s'occupe d'autre chose. Donc, c'est pour moi, aujourd'hui, voilà, le problème est situé à plusieurs niveaux. Le problème est situé à plusieurs niveaux et touche plus particulièrement l'intégration africaine, à la fois politique, mais aussi du point de vue des peuples, l'unité des peuples africains. Et il faudra revoir effectivement la perspective, et c'est notre rôle à nous, à toutes les organisations des sociétés civiles africaines, de faire parler cette histoire-là, cette Afrique contemporaine, et voilà, qu'on puisse tisser des liens qui soient très poussés entre les peuples africains pour pouvoir promouvoir une autre unité africaine, une autre Afrique, mais celle-ci, une Afrique des peuples. Voilà. Tout à fait, Moussa, merci beaucoup. Je pense que on va essayer de s'arrêter là. Merci beaucoup en tout cas à toutes les personnes qui ont pris le temps d'écouter ce Café Perspective. Voilà, merci à Moussa d'avoir été là. Voilà, nous remercions Aldjouma Sissoko. Il doit avoir un problème de connexion sur la fin, mais de toute façon, on a débordé aussi sur le temps. Donc voilà, on va se dire à bientôt, et puis on aura l'occasion de refaire cette émission. Alors, il m'indique que le monsieur qui l'aidait est parti, donc c'est pour ça qu'il ne pouvait pas revenir. Donc c'est pour ça. Dans tous les cas, on va essayer de refaire une deuxième émission en invitant d'autres personnes aussi qui sont dans la société civile mauritanienne, notamment beaucoup de camarades à moi que je connais. On va pouvoir les intégrer dans cette discussion. Voilà, on va essayer de reprogrammer tout ça pour intégrer plus de monde et avoir plus de discussions dans ce cadre. Donc toi aussi, voilà, je pense que tu vas pouvoir l'inviter pour aborder cette question. En tout cas, merci beaucoup à tous et à bientôt. Merci Moussa. Merci. Merci.